Bonjour, ici Dr Sophie Côté, psychologue et praticienne certifiée en comportement équin. On parle beaucoup de science dans le monde du cheval. La théorie de l'apprentissage est souvent invoquée pour justifier des pratiques, des méthodes et des choix d'entraînement, comme si le simple fait de s'y référer suffisait à garantir leur pertinence. Pourtant, lorsque l'on prend le temps de lire les rapports scientifiques eux-mêmes, un constat s'impose. Le problème n'est pas l'absence de connaissances, mais la manière dont ces connaissances sont comprises, interprétées et appliquées par les humains. Le rapport scientifique qui accompagne le Code de pratique pour le soin et la manipulation des équidés, le NFACC, version 2025, s'inscrit précisément dans cette démarche. Il ne cherche pas à bouleverser les modèles existants, mais à faire le point de manière rigoureuse sur ce que la recherche dit réellement de l'apprentissage, de la mémoire et du bien-être chez le cheval. Les auteurs rappellent d'abord que les chevaux apprennent efficacement, mais jamais de façon isolée ou mécanique. L'apprentissage est toujours influencé par l'état émotionnel de l'animal, par le contexte dans lequel il se déroule, et par la cohérence des interventions humaines. Un cheval calme, détendu et attentif apprend mieux qu'un cheval en état de stress ou de vigilance élevée. Ce lien entre émotion, apprentissage et performance est aujourd'hui bien documenté dans la littérature scientifique. Le rapport souligne également que la mémoire du cheval n'est ni uniforme ni garantie. Certaines tâches sont retenues longtemps, d'autres beaucoup moins, et la durabilité de l'apprentissage dépend largement des émotions associées à l'expérience. Le fait qu'un cheval exécute un comportement ne signifie donc pas nécessairement que l'apprentissage est consolidé ni qu'il sera généralisé à d'autres contextes. L'un des apports majeurs du rapport concerne toutefois moins le cheval que l'humain. Plusieurs études citées montrent un décalage important entre le sentiment de compétence des cavaliers et leur compréhension réelle des principes de la théorie de l'apprentissage. Une grande majorité affirme savoir comment les chevaux apprennent, mais une proportion importante est incapable de définir correctement des notions aussi fondamentales que le renforcement positif, le renforcement négatif ou la punition. Ces confusions sont particulièrement fréquentes chez des personnes pourtant expérimentées, parfois même chez des professionnels. Cette mauvaise compréhension n'est pas anodine. Elle entraîne des pratiques incohérentes, un mauvais timing des aides, une pression mal dosée et dans certains cas le renforcement involontaire de comportements indésirables. Le rapport montre aussi que l'usage de termes comme négatif ou punition dans le langage courant brouille davantage les cartes car ils sont chargés de connotations morales qui n'ont rien à voir avec leur définition scientifique. Le problème identifié par les auteurs n'est donc pas la théorie de l'apprentissage en elle-même, mais la façon dont elle est traduite, transmise et appliquée sur le terrain. À partir de ces constats, le Code de pratique met de l'avant des recommandations claires. Favoriser des conditions d'apprentissage calmes, limiter les méthodes aversives, utiliser les renforcements de manière cohérente et reconnaître que la douleur, la peur et le stress nuisent à l'apprentissage et au bien-être. Le message est pragmatique et sans ambiguïté. Mieux comprendre la théorie de l'apprentissage permet de mieux l'appliquer. C'est toutefois à cet endroit précis que s'arrête le cadre proposé par le rapport. Et c'est aussi là qu'une réflexion plus large peut s'ouvrir sans contredire les auteurs ni trahir leur intention. Car une question demeure. Que se passe-t-il lorsque la théorie de l'apprentissage est correctement appliquée, mais que les difficultés persistent? Que faire des chevaux qui obéissent, mais restent tendus, figés ou sur le qui-vive? Que penser des comportements qui disparaissent en séance, puis réapparaissent ailleurs ou plus tard? La théorie de l'apprentissage est extrêmement efficace pour décrire comment les comportements se modifient en fonction de leurs conséquences. Elle explique bien comment un cheval apprend quoi faire ou quoi éviter. Elle est cependant moins outillée pour rendre compte de la persistance des états émotionnels appris, surtout lorsque ceux-ci sont liés à des expériences passées marquantes. Les neurosciences affectives et les travaux récents sur la mémoire montrent que ces états peuvent se maintenir indépendamment des contingences immédiates, même lorsque le comportement observable semble corrigé. Élargir le cadre ne signifie pas rejeter la théorie de l'apprentissage ni minimiser son importance.
Cela signifie reconnaître qu'elle ne suffit pas toujours à elle seule. Intervenir uniquement sur le comportement revient à traiter les symptômes sans toucher aux mécanismes internes qui les soutiennent. Passer d'une logique de correction à une logique de transformation implique alors de s'intéresser aux mémoires émotionnelles, aux attentes implicites du cheval et à ce qu'il anticipe dans la relation avec l'humain. Le rapport du NFACC met en lumière un enjeu fondamental. La science est là, mais son intégration par les humains demeure incomplète. Le prolongement naturel de ce constat est peut-être le suivant. Améliorer nos pratiques ne passe pas seulement par une meilleure application des modèles existants, mais aussi par le courage d'élargir notre cadre de compréhension lorsque ces modèles atteignent leurs limites. Comprendre comment un cheval apprend est une base indispensable. Comprendre ce qui, en lui, se transforme réellement ou reste figé malgré l'apprentissage est sans doute la prochaine étape. Et c'est exactement la mission de la RME, la réécriture de la mémoire équine, et très certainement de Neurosciences Équine Québec. Merci de votre attention et bonne journée.